Dis, papy, c'est qui sur la photo? Ah, lui c'était Lucien, un ami de mon père. Il vivait déjà au Blanc-Ménil au milieu du 19e siècle, quand il n'y avait que quelques fermes entre les deux rivières du village, la Morée et la Molette. En 1856, il y avait 128 habitants. L'école se faisait dans une grange et la mairie était installée dans un pavillon de chasse en plein cœur de ce que l'on appellera plus tard le Vieux Pays. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé avec la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Soissons. C'est parce que le baron de la Doucette, qui était propriétaire à Drancy, ne voulait pas de chemin de fer sur ses terres que le tracé de cette ligne a été dessiné à travers champs. Et c'est ainsi qu'en 1868 fut créée la première halte du Blanc-Ménil au Pont des Sables, aussitôt déplacée au passage à niveau Drancy-Blanc-Ménil. À l'arrêt du RER de Drancy? Exactement. Et comme cette ligne commença à être quotidiennement empruntée par de plus en plus de voyageurs, on assiste alors à un véritable bouleversement. En 1906, la population passe de 219 à 978 habitants. Le quartier des Sables, celui de l'Avenir et le centre actuel de la ville sortent de terre. Aux abords de la voie ferrée, des commerces s'installent. Comme il n'y a encore ni eau courante, ni gaz, ni électricité, les conditions de vie obéissent au rythme des saisons. Les habitants pataugent donc souvent dans la boue et le mâche-fer. C'est pour ça qu'on les appelle les mal lotis, parmi lesquels pourtant une nouvelle population parisienne vient s'installer à cause de la pollution. Mais papy, il y avait déjà de la pollution à Paris à cette époque? Mais oui, à cause des usines. Et c'est pour ça que les médecins encourageaient leurs patients à emmener leurs enfants à la campagne, pour le bon air. Le chemin de fer aidant, le Blanc-Ménil devint ainsi une de leurs destinations préférées. Ce qui provoqua l'apparition de pavillons plus cossus, comme ceux de la Cité-Jardin du Petit Groslay, aménagés en 1911, pour une clientèle parisienne fortunée qui aimait se retrouver en famille à la campagne le dimanche. À cette époque, il y avait plus de 1700 habitants sur la commune. Comme le besoin de créer une nouvelle école s'est fait ressentir, mon père a été nommé ici. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de venir s'installer au Blanc-Ménil. Ah bon? Et il faisait quoi ton papa? Il était instituteur dans la nouvelle école Jules Ferry, qui s'appelle Jules Vallès maintenant. Et souvent, après les cours, il allait jouer au foot avec ses élèves, en bas du Pont des Sables, sur le terrain au chou de la Pièce Pointue. C'est bizarre ce nom quand même. On l'appelait comme ça parce qu'il était justement en forme de pointe. Puis pour éviter que les habitants fassent 2 kilomètres pour accéder à la mairie du village toujours installée dans le Vieux Pays, un immeuble a été loué par la commune pour la remplacer en plein cœur du nouveau centre, avenue de Drancy aujourd'hui, avenue Henri Barbus. Une poste aussi a été construite. Quant à la première vraie gare qui desservit le Blanc-Ménil, elle fut inaugurée l'année d'après, en 1913. Ce qui entraînera immédiatement une querelle de clochers avec les Drancéens à cause de son nom. Cette gare devait-elle s'appeler Drancy-Blanc-Ménil ou Blanc-Ménil-Drancy? Et finalement? Elle s'est appelée Blanc-Ménil-Drancy. Tous les dimanches, mon père allait aussi à l'église Notre-Dame, qui fut bénie en septembre 1912. Mais c'est un autre dimanche, en mars 1918, qu'un énorme obus allemand s'abattit sur son toit pendant la messe. Plusieurs femmes et enfants sont morts ce jour-là. Par miracle, mon père s'en est sorti indemne. Heureusement pour nous, dis donc. Ah oui, tu peux le dire. Et c'est pour mieux défendre Paris des attaques aériennes allemandes que le capitaine Désiré Lucas a choisi le site du Bourget comme port aérien. Sur les pistes, on croisait Guilmer, Ningesser. Ah oui, les pilotes qui partaient chasser les zeppelins. Exactement. Durant cette période de guerre, la ville commençait à accueillir des soldats en cantonnement et des réfugiés du nord de la France et de la Belgique. Et après l'armistice du 11 novembre 1918, la zone industrielle de la Molette se développa. Les avions de chasse furent remplacés par des avions civils et beaucoup de gens sont venus s'installer ici pour travailler dans l'aviation et la métallurgie. La population fut multipliée par 17. Par 17? Oui, tu imagines? Une ligne de tramway reliant l'Opéra au Bourget a même été créée. Mais cette ligne ne fut jamais terminée. Enfin, ça, je t'en reparlerai plus tard. Puis, 27 nouveaux lotissements se sont construits, ce qui a permis de réaliser de nombreuses nouvelles voies qui, à l'origine, étaient privées, mais que la ville a petit à petit récupérées pour composer à peu près 40% de son territoire, dont la cité-jardin Jean Bouin, au fond de laquelle on accédait au stade. Le stade Jean Bouin? Mais c'est là que je fais de l'athlé. Eh oui, exact. Et en 1922, comme la toute nouvelle passerelle du sémaphore facilitait l'accès entre le sud de la ville et son centre, mon père a décidé de déménager dans la cité-jardin du Petit Groslay. Il me racontait qu'à cette époque, il y avait des fêtes dans tous les quartiers. Il y avait celui des Polonais au nord de la ville qu'on appelait Pouillasville, celui des Italiens au sud à côté des terrains marécageux de la Pièce Pourrie. Quant aux Espagnols, ils vivaient dans le barrio Chino, autour de la place Mozart. Mon père allait aussi souvent au bal au fond des cafés, et c'est dans un dancing, au Petit Tonneau, qu'il a rencontré ma mère, ton arrière-grand-mère. Ensemble, ils allaient souvent au cinéma, avenue de Drancy ou au Palace dans la rue du Marché. Mais toi, tu es né plus tard pourtant. Oui, après l'arrivée du confort moderne. C'est entre 1927 et 1932 que l'eau et l'électricité arrivèrent aux habitants. Et on construisit le premier château d'eau en 1928.
Du coup, toutes ces évolutions ont permis à de nouvelles usines de s'installer, comme celle des bouillons Cubes, à la Molette. C'est là-bas que ma mère travaillait, je me souviens encore de l'odeur de bouillon qui sortait des 2 grandes cheminées de l'usine. Souvent, en allant travailler, elle voyait les avions décoller et rêvait de vivre l'aventure de Jeanne Fontaine, la première hôtesse de l'air de l'histoire de l'aviation française, qui avait emménagé juste en face de l'aéroport en 1935 dans les premières HBM, les habitations bon marché de la ville. À l'époque, on nommait cette résidence la cité du 212. Et depuis son inscription au monument historique, on l'appelle la résidence Germain Dorel, du nom de son architecte. C'est cette nouvelle cité qui marquera le début de l'emprise des grands ensembles sur la ville. Et toi, tu es né l'année d'après. Exactement, en même temps que les congés payés en 1936. Il y avait 21 600 habitants et avec moi, ça faisait 21 601. Voilà. En très peu de temps, le Blanc-Ménil était devenu une vraie ville, avec son centre, ses commerces, sa mairie, ses quartiers pavillonnaires ou collectifs, son dispensaire, un nouveau bâtiment pour sa gare et sa zone industrielle reliée à celle du Bourget. Mais c'était avant la Seconde Guerre mondiale, ça. Tu t'en souviens, toi? Ah oui, j'avais 4 ans, quand l'aviation allemande, la Luftwaffe, a bombardé l'aéroport du Bourget. Ensuite, ils en ont pris possession et ça pendant 4 années. Mais les Alliés, ils faisaient quoi alors? Les Alliés ils étaient obligés de s'attaquer au Bourget. C'était un site militaire stratégique, alors il a été bombardé sans relâche. Je me souviens de ce jour, le 24 août 1944, où les troupes allemandes essayaient en vain de rejoindre Paris. Repoussées jusqu'à la gare du Blanc-Ménil-Drancy, elles ont fait plusieurs victimes, puis ont mitraillé la mairie avant de se retrancher dans les fermes du Vieux-Pays. Dans celle du Moulin, elles y ont détenu jusqu'à 250 otages, dont des sapeurs-pompiers de la ville, venus en émissaire. C'est le dimanche 27 août dans l'après-midi que fut déclenchée l'attaque par un escadron de la 2e DB, avec plus de 120 FFI, à leur tête le commandant Rouvillois, qui ensuite a rendu hommage aux résistants qui ont guidé ses blindés à travers les rues. Et d'ailleurs, le maire actuel a donné en 2014 le nom de Lucette-Maignan à un square au sud de la ville, une Blanc-Ménilloise qui a participé à cette libération. Et il s'est passé quoi après la guerre, papy? À la fin de la guerre, il restait plus que 18 000 habitants et la commune avait subi de gros dommages. Alors on a construit des cités d'urgence, comme la cité Becquet, et puis une autre à l'emplacement même de la cité Alizard. Une cité expérimentale a même vu le jour, Square Louis Cotas, qui proposait un nouveau concept de maison, préfabriqué, à l'origine de nos maisons Phoenix d'aujourd'hui. Dans la foulée, en 1948, la ville a inauguré son premier centre municipal de santé. Et en 1949, l'État a établi un plan d'aménagement et de reconstruction de la région parisienne. C'est là qu'apparaissent pour la première fois les tracés des 2 autoroutes A1 et A3, ainsi que des vastes zones d'urbanisation pour la construction de logements en masse. Et toi, tu faisais quoi pendant ce temps-là? Eh bien, en 1952, à 16 ans, j'ai commencé à travailler dans l'usine Eiffel qui venait de s'installer à la Molette. Et j'ai pu y faire une formation d'ingénieur. Mon père en était très fier. Ah bah moi, mon père, il voudrait d'abord que j'aie le bac. Bah, il a raison. Mais à l'époque, tu sais, la vie était différente. L'éducation, les habitations, le confort. À mes 18 ans, en 1954, il a fait très froid. L'abbé Pierre a alors lancé un appel pour sensibiliser les pouvoirs publics en faveur des plus pauvres. Et c'est dans ce contexte que 2 ans plus tard, on a élevé la cité Pierre-Montillet. Puis, entre 57 et 74, ce ne sont pas moins de 31 cités qui vont sortir de terre à la place des champs de betteraves. Les zones urbanisables étant progressivement bâties pour y construire des logements sociaux. Des immeubles cubiques jetés sur le terrain comme un jeu de dominos, sans avoir le souci de l'environnement, de l'esthétique, de l'écologie et du paysage. On construisait 2 à 3 cités par an. Tu en construisais, toi aussi? Ah oui, après mes premières années chez Eiffel, j'ai passé mes diplômes d'ingénieur. Et après la guerre d'Algérie, c'est pas le travail qui manquait, il fallait bien loger tout le monde. Aussi bien les rapatriés que les immigrés qui venaient travailler dans le bâtiment et l'industrie. En 62, débute ensuite la construction de l'autoroute du Nord, qui coupe le vieux pays en son milieu. Elle sera achevée en 1965 et met pratiquement un terme à la vie rurale. Tu te souviens d'André Lursa, tu sais, celui qui venait à la maison quand ton père était petit? Ah oui, monsieur Lursa, l'architecte. Papa m'en a souvent parlé. Eh ben, c'est avec lui que nous avons construit des écoles, des cités et même le porche du cimetière. C'est lui aussi, avec Albert Michaud, qui a dessiné la mairie actuelle. On a posé la première pierre le 9 janvier 1965. Je m'en souviens bien, c'était le jour où ton papa est né. Et on l'a inauguré le 25 février 67. Vous fabriquiez la ville alors? Oui et non. Parce que nous ne décidions pas de tout à l'époque comme maintenant. Une ville évolue avec d'autres paramètres, comme par exemple la disparition de son agriculture. En 70, la ferme du Moulin et celle de Notre-Dame ont cessé leurs activités. Et la ferme du château et l'ancienne chapelle ont été démolies pour créer une bretelle d'accès à l'autoroute A3. Près des 2 autoroutes, les zones industrielles du Coudray et du Pont-Tiblon sont apparues, mais tout en créant un nouvel essor. Ces zones ont aussi fait naître des déséquilibres. C'est ainsi que la Molette a perdu de son attractivité. Et c'est incontrôlable, ça? Ah oui.
Comme lorsque l'aéroport du Bourget a cessé son activité voyageur au profit d'Orly. Faut faire avec, s'adapter. Je comprends. Puis la ville a racheté la ferme Notre-Dame et les terrains avoisinants pour en faire le plus grand parc urbain communal du département. Tu sais, c'est là où je t'ai emmené écouter Symphonie sur l'herbe début septembre, avant la rentrée des classes. Ah oui, c'était top. Eh ben à l'époque, c'est là qu'on emmenait ton père pour jouer. Mon père en prince des bacs à sable. J'aurais aimé voir ça. Oui, enfin, tu sais, ça passe très vite. Hein. Dès qu'il a eu 15 ans, en 1980, le prince des bacs à sable a pu se rendre directement à Paris en prenant le RER, à la toute nouvelle gare du Blanc-Ménil. C'était la fierté des Blancs-Ménilois, car pour la première fois, une gare portait le nom de leur ville. Et une gare à cet emplacement, les habitants la réclamaient depuis 80 ans. Ensuite, j'ai participé aux grands travaux de la ville, à commencer par le système de chauffage urbain, mis en place pour le grand ensemble des Tilleuls. Et en 89, on a transformé le premier château d'eau en salle de réunion. Et on a commencé les premiers travaux du théâtre et de la médiathèque. Et quand est-ce que tu as pris ta retraite, papy? En 92, un an après la construction du lycée Mozart, là où tu vas passer ton bac dans quelques temps. Mais alors, qui construit maintenant au Blanc-Ménil? Il ne se passe plus rien? Oh, bien au contraire. J'ai passé le relais à mes collègues et crois-moi, ils en ont du travail. Pendant près de 20 ans, ils ont transformé la place de la Libération et celle de la mairie avec la création d'une esplanade et du nouveau cinéma municipal Louis Daquin. Ensuite, il y a eu la transformation progressive de la zone de la Molette, avec en 2010 l'arrivée d'un centre commercial et des logements. Et depuis 2014, il y a la réalisation de nouvelles constructions sur toute la ville, qui marque un retour à une architecture classique, plus douce, à taille humaine, qui redonne toute sa place aux habitants, tu vois. Comme quoi le passé et le présent construisent l'avenir. Et puis, avec les nouveaux moyens de communication, de nouvelles entreprises se sont installées, comme Amazon ou venteprivée.com. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, nous avons appris à nos dépens que notre santé morale, notre bien-être au quotidien, dépendait de l'environnement, de l'aménagement de la ville et de l'architecture des bâtiments. Le quartier des Tilleuls, qui va être entièrement redessiné pour offrir aux habitants un nouveau cadre de vie, et les 2 gares du Grand Paris Express, qui seront prêtes pour les JO de 2024, en seront les témoins. Et d'ailleurs, tu te souviens du tramway? Oui, celui du Bourget. Une des gares du métro du Grand Paris Express sera construite au même endroit, presque un siècle plus tard. Tu vois, comme quoi, dans sa construction, le Blanc-Ménil a eu des moments clés, essentiels à son évolution, qui sont passés par la salubrité, les transports, les lotissements, la construction des grands ensembles, l'accès aux services publics, à la santé, à la culture, aux loisirs. Mais jamais avec le temps, certaines évidences ne se sont perdues. Pour répondre encore à toutes ces évolutions, les écoles Rose-Blanc, Jean-Baptiste Clément et Paul Langevin, ainsi que les 2 centres de santé vont être construits. De nouveaux équipements sont sortis de terre, comme le Boulodrome et la Maison des Arts Martiaux. Et le théâtre va doubler sa capacité d'accueil. De tels équipements montrent l'importance de la ville et son rayonnement sur le Grand Paris. Et la nature dans tout ça? Tu as raison, il faut aussi prendre en compte l'empreinte écologique. Depuis son élection, le maire actuel de la commune, Thierry Ménien, s'est appuyé sur un architecte urbaniste de renom, Xavier Boll, pour tourner la page de la bétonisation, comme on dit. Une architecture faite de blocs d'immeubles massifs et de tours abruptes. Leur volonté, dessiner la ville de demain afin que tous les Blancs-Ménilois bénéficient d'un cadre de vie exceptionnel, dans un écrin de verdure où l'eau reprend toute sa place. La coulée verte et bleue, comme les fermes urbaines, sont là pour améliorer l'environnement de tous. Et l'intégration de pièces d'eau et d'espaces verts dans les projets immobiliers est devenue la norme pour notre ville. Et comme la ville est propriétaire de son eau depuis 1927, elle a même fini par la mettre en bouteille. C'est dingue ça. Ah oui, tu peux le dire. C'est la Blanc-Méniloise. Par ailleurs, pour accompagner tous ces changements, la commune s'est modernisée avec la création d'un tout nouveau centre technique municipal, pas très loin de l'accélérateur d'entreprise, inauguré en 2016. Ça va faire beaucoup de changements alors. Oui, en effet, rien n'est figé et tout a vocation à évoluer. C'est la vie. Ça me rappelle une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps. Ah bon? Et qui disait quoi? C'est André Malraux qui écrivait « L'avenir est un présent que nous a fait le passé ». Tu as tout compris, ma grande.